Madame, monsieur, bonsoir. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. Absolument, j'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter, par exemple. D'accord là-dessus. À votre place, je la ramènerai un peu moins. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. Le truc. On fait les valises, on rentre à Paris. Qu'est-ce qui lui arrive à la deuil? Comme chaque semaine, France Info et Lina vous offrent un voyage dans le temps à travers les archives de la télévision pour mieux comprendre l'actualité contemporaine. C'est l'inattendu et vous êtes les bienvenus à mes côtés. Tariq Kaldi et Ludivine Lopez, journaliste à la rédaction de Lina. Bonjour à tous les deux. Alors vous, Ludivine, c'est le coup d'État en Birmanie qui vous a interpellé. Un coup d'État militaire et l'arrestation de la première ministre, Aung San Suu Kyi. C'est la fin de la fragile transition démocratique qui n'a duré que 10 ans et le retour de la dictature, car ce n'est pas le premier coup d'État dans le pays. En 1988, l'armée avait aussi pris le pouvoir par la force et Aung San Suu Kyi, alors militante, faisait déjà partie des personnes arrêtées. Après un mois de concessions qui n'ont pas réussi à calmer les manifestants, c'est de nouveau la manière forte qui fait la loi en Birmanie. En quelques heures, il y aurait eu plus de 100 morts de part et d'autre. Les manifestations sont transformées en combats de rue avec l'armée et l'on reste sans nouvelles des chefs de l'opposition. Et notamment de la Pasionaria birmane. Cette intellectuelle de 43 ans, fille du héros de l'indépendance, formée et mariée en Occident, est considérée comme la Cory Aquino de Birmanie. Dans une interview exceptionnelle, faite il y a quelques jours, elle donnait ses objectifs. Je ne suis pas un leader de parti politique. Je n'ai pas envie de diriger un parti politique, même à l'échelle nationale. Pour le moment, ce que nous voulons avant tout, c'est la démocratie. Alors cette année-là, Aung San Suu Kyi devenait la figure de l'opposition face à la dictature militaire. Tariq, vous avez choisi de nous parler d'une fête, la Chandeleur. Alors rares sont les personnes qui savent encore à quoi correspond ce rendez-vous, sinon qu'il est aujourd'hui associé à une tradition et surtout à une recette. Une recette, la fameuse recette des crêpes, hein, vous vous en doutez. Et avec la Chandeleur, c'est un peu le début de la saison des crêpes, tout simplement. Miam. Et c'est pour justement en abuser sans trop de conséquences nuisibles. Pour vous, pour nous, j'ai repéré un article sur le site internet du magazine Elle qui nous propose des astuces de pâtes un peu légères. Alors moi... Des crêpes Régine, non mais attendez. Bien, vous allez voir, moi je vais vous proposer une recette qui n'a absolument pas d'atout minceur. C'est une recette d'une grande figure de la télé culinaire, c'est Raymond Oliver. En 1954, il nous propose des crêpes à la vanille, mais pas que. La vanille n'est qu'un élément du parfum. Et le parfum est composé de deux autres choses, c'est-à-dire de 3 éléments en réalité en tout. D'anis, n'est-ce pas? Oh là là! Oui, il faut en mettre beaucoup parce que les crêpes étant très très fines, elles chauffent beaucoup dans la poêle et le parfum étant volatile, pour qu'il y en reste un peu, il faut en mettre beaucoup. Ah bon? Beaucoup trop. Et puis, c'est une recette landaise, et malgré que ce soit une recette landaise, c'est du rhum qui rentre comme parfum principal. Voyez-vous, j'en mets environ 3 fois plus ou 2 fois plus que je n'ai mis d'anis, c'est-à-dire un tiers environ d'anis, 2 tiers de rhum. Et en tout? Et en tout, ça doit donner un très grand verre à vin, un très grand verre à vin de Bordeaux, c'est-à-dire pas loin d'un quart de litre. Voilà, un quart de litre. Ça dépend de la taille du litre aussi. Ouais, parce que là, il y va vraiment à l'œil sur l'anis, sur le rhum. Et en plus, ce qu'on ne voit pas dans la suite de l'archive, c'est qu'il ajoute de la bière, bien sûr, pour délier la pâte. Et encore une fois, à vue, comme ça. La vérité est au fond de la marmite, Tariq. Voilà, ça c'était pour l'actualité de la semaine. Mais que s'est-il passé le 3 février à travers le temps? Regardez, c'est le zapping de Lina. Et ça s'est passé un 3 février. Bonjour. Gagnant la haute mer, le navire long de 316 mètres et déplaçant 56 000 tonnes atteint rapidement sa vitesse de croisière. Si certains passagers apprécient malgré le vent le soleil des ponts promenades, les autres préfèrent, à l'abri des ponts couverts, se livrer au confort des chaises longues ou aux joies du footing. Il y a 7 blessés, ils sont touchés aux jambes et à la tête. 2 hommes et une femme sont dans un état préoccupant car ils perdent beaucoup de sang. Mais on a du moins évité l'incendie car le système de sécurité a noyé la galerie marchande sous des trompes d'eau. Je pense qu'il est grand temps de cesser de punir les Vietnamiens pour nous avoir battus il y a 20 ans. De la façon dont il en parle, c'est magnifique, ça a l'air raisonnable. Mais comme un ancien combattant, je ne peux m'empêcher de me sentir trahi. Nos caméras de direct, pour la première fois,
découvre les lumières de la ville, les lumières de Rennes. C'est en direct avec cette caméra que nous allons passer une partie de la soirée. C'était l'idole du monde arabe, c'était l'étoile du Maghreb, comme on dit, et puis nous sommes très tristes. C'est une grande perte pour la chanson arabe. Bonsoir et à demain. C'est une année noire pour l'or blanc en France. Les vacances d'hiver débutent et les stations de ski sont toujours à l'arrêt. Alors, même s'il n'y a pas de contrainte de circulation pendant ces congés, les réservations sont en chute libre, presque moins 70%. Un gros coup dur pour les professionnels de la montagne. Il faut savoir que l'industrie de la neige génère un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros chaque année, un secteur qui a commencé à se développer. Et c'était dans les années 50, Ludivine. Exactement. C'est à cette période qu'on a commencé à voir ces complexes skiables, avec remontées mécaniques, avec des logements de masse, avec des pistes damées. De quoi attirer professionnels et amateurs et surtout démocratiser la pratique du ski. L'État français va bien sûr flairer l'intérêt économique des sports d'hiver. Il lance le plan neige au début des années 60. Objectif, multiplier les hébergements et les équipements et ainsi pallier à l'exode rural. Une dizaine de stations vont alors sortir de terre. La Plagne, les Menuires, Val Thorens, Avoria. En 1966, un reportage était d'ailleurs consacré à cette dernière. Son créateur, le skieur et champion olympique Jean Vuarnet, innovait pour attirer les foules. Jean Vuarnet, vous venez de faire le tour de la station d'Avoriaz avec un moyen de transport peu commun. Pourquoi ? Eh bien, si vous voulez, c'est l'illustration au final d'un de nos trois grands principes qui régit l'implantation d'Avoriaz, à savoir la station sans voiture. Et pour bien frapper les imaginations, nous avons fait venir des rennes de Laponie, de Finlande, avec des traîneaux très typiques que vous avez vus à l'instant. Avoria, station sans voiture, c'est toujours le cas aujourd'hui. Il y a plein de chevaux. Exactement. Dans les années 60, avec donc, son architecture ultra-moderne et ses remontées mécaniques, Avoria voit arriver des cars entiers de touristes. Le gratin parisien s'y retrouvait aussi. Vous voyez ici Nicoletta, Johnny Hallyday, Eddie Barclay, Sacha Distel en 1968. Et en 1968, justement, un autre événement va participer au développement des sports d'hiver. Ce sont les Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Un moyen, encore une fois, de booster les projets de modernisation en station pour promouvoir le tourisme et accroître la renommée internationale de la France en matière de sports d'hiver. La ville de Chamonix en récoltait les fruits en 1971 pour le plus grand bonheur de son maire, l'alpiniste Maurice Herzog. C'est ainsi que dans la vallée de Chamonix, on parle surtout américain actuellement et nous ne nous en plaignons pas, car ce sont des hôtes charmants qui envahissent pacifiquement notre vallée et nos pistes de ski et qui sont tout à fait gentils et vraiment épatants vis-à-vis de la population. Vous l'avez entendu, Maurice Herzog parlait d'envahissement pacifique. On le constate avec ces chiffres. En 1964, 860 000 séjours au sport d'hiver étaient vendus. 11 ans plus tard, en 1975, c'était 3 fois plus, soit 2 768 000 séjours écoulés. Mais qui dit tourisme de masse dit aussi stations bondées, bouchons sur la route et remontées mécaniques. À la télévision, plusieurs reportages sont consacrés à ces usines à ski. Un terme que n'aimait pas trop le responsable de la station de Cauterets dans les Hautes-Pyrénées en 1973. On peut dire que Cauterets n'est pas une usine à ski et se refuse d'être une usine à ski. Et les Parisiens ? Cette clientèle est peut-être souhaitable à condition qu'elle ne se produise pas sous forme d'avalanche. On peut en absorber certainement bon nombre, mais encore faudrait-il l'absorber à petite dose et peu à peu. On voudrait que le Parisien s'acclimate et prenne l'ambiance et les habitudes de la station avant que d'imposer leur mode de vie. Alors c'est ce qui s'appelle la rançon de la gloire. C'est intéressant parce que cet afflux touristique grandissant inquiète les spécialistes de l'environnement. Oui, parce que pour accueillir tout ce monde, il a fallu construire encore et encore. Les tours de béton envahissaient les alpages. Quelques voix s'élevaient contre cette industrialisation. C'était le cas en 1973 dans cette émission au nom évocateur, La France défigurée. Oui, ce magazine d'information précurseur traitait de questions environnementales. Cet architecte de l'Alpe d'Huez, il lançait l'alerte. Je pense qu'à l'Alpe d'Huez, nous sommes sur un terrain particulièrement fragile parce que le site est sans aucune végétation et toutes les constructions qu'on implante à l'Alpe d'Huez ont un impact dans le site considérable.
Malgré ces avertissements, l'industrie de l'or blanc continuait son essor. En 1975, la France comptait 200 stations de sport d'hiver contre 50 en 1960. Le plan neige avait donc bien porté ses fruits, mais les alertes environnementales continuaient de s'intensifier, de s'amplifier, au point qu'en 1977, le président Valéry Giscard d'Estaing décide d'intervenir. Il stoppait le plan neige et proclamait la spécificité de la montagne. Écoutez-le, c'était à Valouis, dans les Hautes-Alpes. L'objectif du gouvernement est de permettre un meilleur entretien et une meilleure protection de ce patrimoine naturel. C'est toute la montagne qu'il faut protéger pour lui permettre de mieux vivre. Oui, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, 44 ans plus tard, eh bien, l'industrie de la montagne est encore pleine de questions et s'interroge notamment sur son avenir. Aura-t-on de la neige demain? Oui, parce qu'en ces temps de réchauffement climatique et de pandémie, l'économie de l'or blanc bascule. Certains acteurs de la montagne appellent donc à repenser le domaine skiable français. Une tribune a même été publiée ces derniers jours par des élus et des professionnels du secteur. Leur volonté à court terme, être moins dépendant du tout ski en station et développer des activités à faible impact environnemental. Merci beaucoup, Ludivine, pour ces explications. Comment désamorcer la crise qui couve au sein de l'éducation nationale? Un processus de concertation a été lancé. En octobre dernier, le Grenelle de l'éducation, Jean-Michel Blanquer veut remettre les enseignants au cœur de la société. Rémunération, reconnaissance, effectif, recrutement, ce ne sont pas les sujets qui manquent. En attendant de connaître les conclusions du collège d'experts mobilisé par ce Grenelle, eh bien, certains enseignants, regardez, ont déjà choisi de faire grève. C'était il y a quelques jours. Bonjour Nathalie Mons, vous êtes professeure de sociologie, vous présidez le Conseil national d'évaluation du système scolaire. Est-ce qu'un Grenelle va suffire pour mettre fin à tous ces problèmes ? C'est un bon point de réfléchir, hein, et puis surtout de se concerter. Je crois que ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et il y a des attentes qui sont fortes, évidemment, sur ces sujets, hein, de la part des personnels de l'éducation, les enseignants, l'ensemble des cadres, les inspecteurs, les chefs d'établissement. Il est clair qu'il y a une réponse qui est attendue. Il y a peut-être beaucoup de questions par rapport aux solutions possibles quand même. Ça va être difficile de résoudre tous les problèmes sur un seul Grenelle. Alors oui, bien évidemment, c'est très très court, hein. Mais je crois qu'il y a une vraie volonté de poser les dossiers à plat, de les observer. Et ce qui est important, finalement, pour la première fois, de se projeter dans le temps. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire sur les 5 prochaines années dans ce domaine-là, quoi. Alors la question de rémunération reste importante, hein. La priorité presque de ce Grenelle, le salaire des enseignants. C'est d'ailleurs un problème récurrent. Oui, c'est un problème récurrent. Il n'y a qu'à voir nos archives pour nous en rendre compte. On en parle beaucoup aujourd'hui, on en parlait déjà beaucoup en 2016. Je passe mes vacances, mes week-ends à travailler pour la classe. Donc finalement, je trouve que c'est légitime d'avoir cette augmentation de salaire. Cette augmentation de salaire, cette revalorisation, la revalo comme on dit dans le milieu, elle est en fait réclamée depuis les années 80. Il faut revaloriser les astuces mieux payées. Notre image, comme elle est à l'image de notre salaire, c'est-à-dire qu'elle s'est également dévalorisée. Et plus loin encore dans nos archives, en 1962, même si on n'est pas dans un contexte social qui touche toute la profession, un maître d'école évoquait déjà la question. Et vous n'avez aucune amertume de ne pas être mieux payé? Je serais mieux payé, je serais content. Oui. Je suis comme ça, bon, c'est tout. Donc voilà pour les archives. Maintenant, je voudrais vous donner quelques chiffres. On va voir que dans le temps, si on regarde, globalement, le salaire des enseignants a augmenté. Il n'a fait qu'augmenter. En bas de cette courbe, le salaire d'un professeur débutant. En haut, celui d'un professeur après 30 ans de carrière. Et entre les deux, on voit le salaire médian des Français. Donc on voit que les 3 courbes suivent globalement la même évolution, hein. En gros, leur salaire a augmenté à ces professeurs d'école, mais ce n'est pas vraiment une revalorisation. C'est plus que, en fait, on a suivi le niveau de vie de l'ensemble des Français. Pourquoi cette situation, à votre avis, Nathalie Mons ? Parce que les enseignants sont très nombreux, déjà. L'éducation nationale, c'est quand même un gros paquebot. Et quand vous prenez des décisions de revalorisation, ça pèse énormément sur le budget. Après, je crois qu'en termes de salaire, ce qui est important aussi, c'est de comparer
ce qui se passe évidemment à l'international, c'est-à-dire comment les enseignants dans d'autres pays sont payés. On se rend compte, si on regarde justement votre première archive, au milieu des années finalement 2010, on a des enseignants jeunes qui sont sous-payés par rapport à ce qui se passe dans les pays riches, et par contre des enseignants plus aguerris qui, eux, ont un salaire tout à fait dans la norme de ce qui se passe à l'étranger. D'où les revalorisations actuelles depuis cette fin des années 2010. Et si on devait aller plus loin dans cette comparaison entre les enseignants français et leurs collègues européens, est-ce que les Français ont raison de se plaindre, ou est-ce qu'ils se situent en matière de rémunération, justement ? Alors, ils se situent... Aujourd'hui, on a revaloriser vraiment les débuts de carrière, parce qu'il y avait un problème d'attractivité, c'est-à-dire on avait quand même de moins en moins de candidats pour aller dans les concours, donc du coup une baisse du niveau de ces candidats, donc ça c'était un point finalement important. On s'est aussi posé la question de la comparaison des salaires, alors non plus à l'étranger, mais en France. Puisqu'en fait, les étudiants, quand ils sont sur les bancs des universités, ils choisissent aussi des carrières en fonction des salaires qui vont leur être proposés. Et on s'est rendu compte que si les salaires au début étaient finalement assez proches, lorsque les carrières se poursuivent, les enseignants sont handicapés par rapport à d'autres carrières qu'ils auraient pu embrasser, par exemple s'ils étaient allés dans le privé. Le pays d'Europe où il fait bon vivre quand on est enseignant ? Alors on a l'Allemagne qui paye mieux ses enseignants, la Finlande également. Enfin voilà, on a en dehors de l'Europe, le Japon paye très très bien. C'est dans quelle proportion par rapport à un poste équivalent, si c'est possible ? C'est jamais très en décalage, parce qu'on se rend compte que dans tous les pays, rares sont les professionnels qui vont dans ce secteur pour la rémunération, en fait. Donc, il n'y a jamais des décalages extrêmement importants. Par contre, c'est vrai que les débuts de carrière, il faut pouvoir attirer les jeunes. Autre sujet sensible, bien sûr, les conditions de travail des professeurs des écoles, Tariq. Oui, donc les problèmes sont nombreux, mais... J'ai choisi comme indicateur le nombre d'enfants par classe. Aujourd'hui, il est de 22,1 en moyenne par classe, alors qu'entre les années 80 et 2017, on était plutôt autour de 23 enfants par classe. En tout cas, ça a toujours été une préoccupation. Un syndicaliste en parlait en 1980 déjà. C'est des difficultés supplémentaires pour les maîtres. L'impossibilité, dans certains cas, de suivre tel enfant qui se trouve en difficulté. Alors nous pensons que des éléments comme ceux-là doivent être pris en compte, de même qu'on devrait prendre en compte la situation des locaux. Vous savez que beaucoup d'écoles parisiennes sont vétustes, avec des locaux de dimension insuffisante. À cette époque-là, on a 23 enfants par classe, aujourd'hui 22,1. Est-ce qu'il y a un nombre auquel on peut estimer qu'on est dans des conditions idéales pour enseigner ? Non, c'est un sujet qui a été énormément approché par la recherche et ça n'est pas simple. Tout dépend de la pédagogie que vous développez. On voit par exemple des pays qui sont tout en tête des classements de PISA. Vous savez, cette enquête de l'OCDE qui analyse les acquis des élèves à 15 ans. Et on voit par exemple des pays comme le Japon où il y a des classes extrêmement importantes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une autre pédagogie qui va permettre, qui s'appelle le tutorat. On fait des petits groupes d'élèves au sein de la classe. Les plus avancés aident les plus en difficulté. Et donc, on peut comme ça gérer une classe qui est plus importante. Donc, on a très peu d'éléments de recherche qui nous montrent que la simple réduction de la taille des classes est importante. Voilà. Actuellement, c'est une politique, par exemple, dans le primaire. Mais c'est plutôt bien, 22 élèves par classe. Est-ce que c'est une réussite à mettre à l'actif de l'éducation nationale ? Ou au contraire, est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de parents, peut-être, qui se tournent vers le privé ? Alors, l'enseignement privé a des tailles de classe beaucoup plus élevées, systématiquement. Ils sont victimes peut-être aussi de leur succès. Voilà, ils sont peut-être victimes de leur succès, mais en tout cas, si on cherche des tailles de classe limitées, ce n'est pas vers l'enseignement privé qu'il faut se tourner, puisqu'elles sont plus importantes. Aujourd'hui, on a une vraie politique, mais qui est très ciblée sur les élèves en difficulté dans l'éducation prioritaire. Puisque là, on sait que dans ces contextes particuliers, la baisse de la taille des classes peut être importante, tout simplement parce que l'enseignant, au lieu d'avoir 24 élèves devant lui, il ne va plus en avoir que 12 et va pouvoir suivre chacun des élèves. Encore faut-il qu'il ait la bonne pédagogie pour que ce soit efficace. Alors Jean-Michel Blanquer veut remettre les enseignants au cœur de la société. Ça veut dire quoi ? Redonner à cette profession son lustre d'antan, Tariq ?
Oui, on peut dire ça quelque part. En tout cas, c'est vrai qu'il y avait cette image du maître, de la maîtresse qui était un notable dans la société à l'époque. Une image qui a été véhiculée d'ailleurs par la culture. Vous vous souvenez peut-être de cette série L'Instit, diffusée dans les années 90 avec Gérard Klein. Donc ça, c'est de la fiction. Mais dans la réalité, moi j'ai une archive à vous proposer, bien sûr, une archive de 1946. Alors, c'était avant Gérard Klein, quand même. Bien avant Gérard Klein. Une archive des actualités françaises. Vous savez, c'est ces archives qu'on aime bien vous montrer dans l'inattendu, qu'on diffusait à l'époque dans les cinémas, puisqu'on n'était tout simplement pas équipé de postes de télé, et souvent dans un style un peu romanesque. La voilà, cette archive. Aujourd'hui, c'est le même encore, ou presque, l'instituteur. Mais il semble que nous le voyons mieux. Nous le voyons quand, entre ses classes, il file sur son vélo porté à la ferme éloignée, le bon de chaussures ou le bon de pneus accordé, prendre note de nécessités auxquelles on le prie de porter remède, car c'est son métier non seulement de faire la classe, mais aussi d'être le factotum du village. Nous le voyons quand, le soir venu et le village endormi, il assiste le maire dans l'administration de la commune, car c'est son métier non seulement de faire la classe, mais de veiller sur la vie du pays. Un homme tout simple, l'instituteur. Un homme tout simple, l'instituteur. Est-ce que, au vu de tout ce qu'on s'est dit depuis le début, on peut dire que cette profession a été déclassée ou est-ce que c'est fort ? À l'époque, on voit bien, c'est tout l'imaginaire des hussards noirs de la Troisième République. La France se construit aussi grâce à ses enseignants. C'est l'écrivain public. Voilà. Donc il y a un niveau d'éducation, évidemment, qui est beaucoup plus élevé de la part des instituteurs de l'époque que de la moyenne de la population. Or, la population française, et heureusement, grâce à la démocratisation de l'enseignement, le niveau de formation de l'ensemble des Français s'est développé. Et aujourd'hui, on a des enseignants, certes, qui ont un master, mais la différence est vraiment tout à fait beaucoup plus limitée aujourd'hui par rapport à celle qu'elle était auparavant, ça c'est clair. Donc, on a parlé de tous les problèmes, de la place de l'instituteur dans la société. Mais moi, ce qui m'a marqué quand j'ai préparé cette émission, c'est que dans n'importe quelle archive, ou presque, chaque fois qu'on parle de grève, de manifestation, il y a toujours, ou presque, un professeur qui nous parle de la vocation. On sent que c'est encore très très fort, cet amour du métier. En compilé, dans les archives que j'ai pu voir, ça donne ça. Oui. C'est une vocation, c'est la foi, quoi, ce qu'on appelle la foi. Oui, c'est ça. C'est comme un prêtre, exactement pareil. Je fais ça parce que j'aime faire institutrice, j'aime être institutrice. J'ai choisi ce métier parce que c'était pour moi une vocation, parce que j'y crois, parce que je crois tout de même que l'éducation nationale, c'est la base d'une société. Au bout de 32 ans de carrière, j'ai toujours autant de plaisir à retrouver mes élèves. Voilà pour l'amour du métier, mais même de ce côté-là, de la vocation, on sent que ça s'effrite un peu, ou en tout cas que ce n'est pas unanime. En 2017, par exemple, 77% des enseignants trouvaient que leur mission avait du sens. En 2020, on passe de 77 à 68,4%. Ça dit quelque chose. 68,4%, c'est quand même c'est énorme. Beaucoup, il y a peu de on métiers. sent que ça descend et que ce métier par vocation pure, je m'attendais à plus en tout cas. La vocation reste quand même très élevée. Lorsqu'on a fait une enquête auprès des étudiants, donc en 3e année d'université, ceux qui nous disent « je veux aller vers ce métier », ils étaient 2/3 à y penser depuis l'école primaire, pour ceux qui voulaient devenir instituteurs, ou après depuis le lycée, pour ceux qui s'adressaient à l'enseignement secondaire. Donc ça reste quand même un métier vraiment de vocation. Et surtout, c'est un métier qui a du sens pour des secondes carrières. On en parle très peu. Oui. C'est-à-dire des gens qui ont finalement avancé dans la vie professionnelle et qui à un moment se posent et se disent, voilà, à 40 ans, 50 ans, mais j'aimerais finalement rentrer, embrasser un métier qui a du sens. On a aujourd'hui, statistique très peu connue, on a aujourd'hui 1 personne sur 5 qui passe le concours de professeur des écoles pour lesquels c'est une seconde carrière. Parce que c'est un métier qui continue à avoir du sens. Et aujourd'hui, les gens cherchent de plus en plus de sens dans leur métier. Donc il faut vraiment que l'éducation nationale s'en empare. Et on va suivre, bien sûr, avec la plus grande attention, les conclusions de ce Grenelle de l'éducation. Merci à vous, Nathalie Mons. Je rappelle que vous êtes professeure de sociologie. Vous présidez le Conseil national d'évaluation du système scolaire. Voilà.
Avant de refermer cet inattendu, notre traditionnelle pépite, une chanson, tiens, ça ira mieux demain, chantée par Annie Cordy, pour garder le moral, tout simplement. Ça ira mieux demain, comme tout finira bien, il faut profiter du jour qui vient. Hein? Ça ira mieux demain, ça ira mieux demain, si ça te semble loin, pourquoi ne pas prendre un bon jour? On se retrouve mercredi prochain, 22h sur le canal 27 et toute la semaine sur les réseaux sociaux. Ceux de France Info, ceux de l'INA, émission préparée avec les documentalistes Anne Delaveau et Florence Lucet. Merci à elles et merci à vous de votre présence.